Bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors dans cette vidéo, on va faire le point sur mes différentes prises de position au cours du mois de juillet 2021 et on va faire notamment le point sur ma ligne Prosus. Alors vous voyez que j'ai intitulé la vidéo All-in sur Prosus. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que dans mon cas, je procède à des apports mensuels, ce qui fait que mon risque est relativement minime à très long terme. Alors pour ceux qui suivent l'action Prosus et les actions chinoises en particulier, je vous ai mis ici un graphique issu de Bloomberg sur lequel on voit l'évolution de l'indice Nasdaq Golden Dragon China, en fait qui traque tout simplement les valeurs chinoises cotées aux États-Unis. On peut voir que l'indice a perdu pas loin de 50% de sa valeur au cours des derniers mois. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces recommandations d'usage étant faites, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors juste avant de passer à la présentation du portefeuille, je vous ai mis un commentaire que j'ai reçu hier sous la dernière vidéo Mon portefeuille PEA sur lequel on peut lire « Ah ben Prosus, je crois que tu as bien déconné, sachant que ta part est importante, la règle c'est la diversification ». Alors on a un lecteur ici qui me donne une leçon de diversification en m'expliquant que probablement j'ai fait n'importe quoi sur Prosus. Alors je veux bien entendre ce que me disent mes lecteurs, il n'y a aucun problème. J'aimerais juste simplement rappeler, c'est ce que j'ai rappelé en commentaire sous ce message, que pour le moment, j'ai investi que 12% de la somme que je vais investir sur le PEA, puisque je n'ai procédé pour le moment qu'à 19 000 euros d'apport. Je rappelle que sur un PEA, on peut y déposer 150 000 euros, ce qui veut dire que même en ayant plus de 20% de mon portefeuille sur Prosus, mon risque est relativement limité. Alors ce genre de commentaires, ça me rappelle les commentaires que j'avais reçus sur Renault, sur Maison du Monde, sur Kinépolis, des commentaires avec des positions extrêmement fermes. Alors bien entendu, ce que je ferai de mon côté, c'est que je vous montrerai de manière transparente l'évolution de ma position Prosus au cours des trimestres et années qui viennent. Et donc on aura l'occasion de faire un bilan, comme toujours, sur cette chaîne. Alors on passe maintenant à la présentation du portefeuille. On voit que celui-ci est valorisé à hauteur de 22 504 euros, donc il a un peu baissé par rapport au mois dernier. On voit que j'ai 1304 euros en solde d'espèces. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal réinvesti au cours du mois de juillet 2021. Au niveau des positions, on voit que Prosus est désormais de très loin la première ligne du portefeuille puisqu'elle représente 21% du portefeuille, suivi de Total Energy, donc qui représente 10% du portefeuille, suivi des lignes Danone, Maison du Monde, Renault et BIC. Alors, au niveau des faits marquants du mois, donc pour le mois de juillet 2021, on voit que le rendement mensuel du portefeuille est de moins 4,1%, essentiellement expliqué par la chute de Prosus au cours du mois de juillet, qui m'a permis de mon côté de renforcer ma position et je vais vous expliquer comment j'ai construit ma position, comment j'ai renforcé ma position au cours de ce mois de juillet et puis également entraîné vers le bas par des prises de profit sur les valeurs cycliques. Alors au niveau des prises de position pour le mois de juillet 2021, j'ai renforcé ma ligne Prosus. Comme on l'a vu, cette ligne est désormais extrêmement importante au niveau du portefeuille. J'ai également renforcé ma ligne Nacon, AB InBev. Et puis j'ai vendu l'entièreté de mes actions Fontaine-Pajot. Alors je vais expliquer tout de suite pourquoi. En réalité, ce que j'ai fait au moment où Prosus cotait 66 euros, donc c'était la semaine dernière, Tencent avait chuté de 10% à la bourse de Hong Kong et Prosus a ouvert à moins 10% en Europe. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma ligne Fontaine-Pajot pour récupérer des liquidités et les réinjecter dans l'entreprise Prosus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire un arbitrage. C'est-à-dire choisir de garder ses actions Fontaine-Pajot d'un côté et ne pas renforcer sa position dans Prosus de l'autre, ou bien vendre sa position Fontaine-Pajot d'un côté et avec les liquidités renforcer sa position Prosus. C'est ce que j'ai préféré faire donc au moment où les cours de Prosus avaient atteint 65,80 € pour être précis. Alors je vais vous montrer ensuite pourquoi j'ai vendu ma ligne Fontaine-Pajot d'un point de vue technique et je vais vous montrer surtout pourquoi je pense que les cours de Fontaine-Pajot pourraient consolider et revenir peut-être chercher les 100 € dans les mois qui viennent.
Donc au niveau des renforcements, j'ai augmenté ma position sur Prosus de 42 actions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai massivement investi dans Prosus au cours de la baisse du titre. Et puis à un moment, le titre a décroché complètement puisqu'on a perdu une quinzaine de pourcents en 2-3 séances. Et donc je manquais de liquidité et donc là j'ai procédé à un arbitrage en liquidant mes positions Fontaine-Pajot pour lever des liquidités et les réinvestir dans Prosus au cours de 65,80 €, 66 €. Donc j'ai racheté du Prosus dans cette zone, les cours sont remontés d'une dizaine de pourcents en 2 séances et ce que j'ai fait c'est que j'ai allégé ma position aux alentours des 75,80 €. D'accord, pour limiter à la fois mon exposition et pour récupérer des liquidités que je pouvais réinvestir un cran plus bas en sachant que le cours de Prosus pouvait à nouveau décrocher. Donc pour ceux qui suivent le Discord, j'avais indiqué que potentiellement je voyais les cours de Prosus redescendre dans 3 zones possibles. La première zone c'est la zone 70-72 €, la deuxième zone c'est la zone des 65-66 € et la troisième zone c'est la zone des 58-60 €. Donc comme d'habitude, je suis resté transparent sur ce que j'allais faire et j'ai surtout fait ce que j'allais dire que j'allais faire, c'est-à-dire renforcer ma position Prosus lorsque les cours de Prosus sont ensuite retournés chercher la zone des 70-72 €. Donc pour le moment, Prosus représente 21% du portefeuille, mais je suis prêt à faire monter la position de Prosus au sein du portefeuille à 25 et pourquoi pas 30% du portefeuille, en sachant que de mon côté, je procède à des apports mensuels et donc l'impact sur mon portefeuille à très long terme est relativement faible en cas de baisse beaucoup plus marquée du titre Tencent Holding qui, je vous le rappelle, représente l'essentiel de la valeur dans le titre Prosus. Alors j'ai également renforcé ma ligne AB InBev puisque j'ai renforcé ma position de 3 actions et puis comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai également un ordre placé dans le carnet d'ordre en dessous du cours actuel pour continuer à construire ma ligne AB InBev. Vous savez que sur AB InBev, j'attends que l'entreprise rembourse sa dette au cours des prochaines années, ce qui lui permettra ensuite de générer un free cash flow extrêmement important et donc potentiellement de réaugmenter son dividende et peut-être d'arriver à terme à un dividende extrêmement important. Puisque les cours des jeux vidéo sont fortement impactés par ce qui se passe en Chine, notamment sur Tencent Holding, j'ai également renforcé ma position sur Nikon. J'ai augmenté ma position de 90 actions. On voit d'ailleurs que mon PRU est désormais de 5,50 € sur Nikon. Enfin, comme j'en ai parlé, j'ai procédé à un arbitrage sur Fontaine-Pajot, puisque j'ai vendu Fontaine-Pajot pour renforcer ma position sur Prosus, position que j'ai ensuite allégée lorsque le cours de Prosus est remonté un cran plus haut. Donc j'ai vendu ma ligne Fontaine-Pajot à 119 € avec une plus-value de 132,2%. C'est ma plus belle plus-value pour le moment sur mon portefeuille PEA. Pour autant, j'espère pouvoir revenir sur le titre en cas de consolidation marquée en dessous des 100 €. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder très rapidement mes différents renforcements de position et vente de position d'un point de vue technique. Donc on va commencer avec l'action Prosus pour vous montrer un peu comment j'analyse les cours de Prosus en fréquence hebdomadaire. Donc on le voit ici, on est bien en fréquence hebdomadaire. On a une structure d'élargissement, j'en avais parlé dans de précédentes vidéos, qui a lâché ici. On avait un premier objectif situé dans la zone des 78-80 € ici. On a tenu un certain temps dans cette zone. Et puis on avait un deuxième objectif situé ici en bas aux alentours des 65 €. En réalité, on est venu chercher les 65,80 € avec une mèche ici au niveau du marteau. Alors on note également la présence ici d'un gap hebdomadaire et donc pour ceux qui suivent le Discord, j'avais signalé que potentiellement on pourrait avoir un rappel en cas de chute des cours très marquée sur ces niveaux et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un rappel ici avec un retour des cours au-dessus de cette zone de gap tout simplement, ce qui nous a donné un marteau ici. Et je vous rappelle que sur les marteaux, on a potentiellement deux zones de support. La première zone de support, c'est le milieu de la mèche qui est ici. Et on voit bien que les cours sont venus chercher le milieu de l'ombre basse ici avant de repartir un petit peu à la hausse. Et puis on a une deuxième zone de support en bas du marteau qui correspond au point bas de l'ombre basse. Et donc on pourrait anticiper potentiellement un retour plus marqué des cours en bas, avec éventuellement des cours qui viendraient chercher l'objectif ici aux alentours des 65-66 €, avant potentiellement un rebond plus marqué du titre Prosus. Alors pour ceux qui suivent l'action Tencent, on a potentiellement un potentiel de baisse un peu plus important et donc comme les deux cours sont fortement corrélés, donc Prosus et Tencent Holding, on pourrait avoir une baisse de cours sur Prosus un peu plus marquée qui pourrait nous emmener dans la zone des 58-60 € je pense. Ce qui veut dire de mon côté que je continuerai à construire mes positions
entre ce cours actuel de 72 € et le cours potentiel de 58 € en bas. Alors je vous ai mis ici le graphique de Prosus avec l'indicateur RSI 14 périodes, donc 14 périodes égale 14 semaines ici puisqu'on est en fréquence hebdomadaire. On voit que l'indicateur n'est pas rentré encore dans sa zone de survente située à 30, ce qui veut dire également que si jamais les cours venaient à descendre encore d'un cran, on pourrait ici avoir un indicateur qui rentre dans sa zone de survente et vous savez que lorsque le RSI rentre en zone de survente, généralement ce qui se passe c'est une accélération baissière. Bien entendu, cette accélération baissière pourrait nous emmener justement dans la zone des 58-60 €. Donc on restera méfiant sur Prosus. Pour autant, à long terme, au niveau fondamental, l'action reste extrêmement intéressante de mon point de vue. Allez, on passe à l'action Nikon. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'ai tournée en février 2021 dans laquelle je faisais l'analyse technique de Nikon. Et dans cette vidéo, j'indiquais qu'un retour dans la zone de gap ici, située entre 4,80 € et 5 € était tout à fait possible sur le titre Nikon. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un historique suffisamment grand et qu'il ne fallait pas forcément s'emballer à court terme sur le titre Nikon. Alors depuis, le titre Nikon est venu chercher cette zone des 4,80 €. Donc vous pourrez regarder la vidéo de février 2021. Bien entendu, le but n'est pas de dire que j'avais raison ou pas raison. Le but c'est de dire que lorsqu'on a ce genre de configuration très haussière sur un titre qui a peu d'historique, ce qui se passe généralement, c'est qu'à un moment, on a une correction sur ce titre et donc on peut trouver potentiellement un point d'entrée pour rentrer à plus long terme. C'est ce que j'ai fait de mon côté en renforçant ma position sur Nikon. Donc on voit que les cours sont revenus chercher cette zone de gap. Donc ici en fréquence journalière, on ne le voit pas ici. Pourquoi? Parce que ici on est en fréquence hebdomadaire. Donc les cours sont revenus chercher cette zone de gap et je pense de mon côté qu'on a un potentiel point bas situé ici aux alentours des 3,50 €. Ce qui veut dire que pour moi, la position idéale se situe entre ces deux zones, à savoir 5,80 € en haut et 3,50 €. On pourrait envisager éventuellement des oscillations dans cette zone avant un redémarrage plus important ensuite. De mon côté, vous savez que je trouve les fondamentaux de Nikon extrêmement intéressants et donc je pense que ça peut faire l'objet d'une ligne, en tout cas d'une petite ligne au sein d'un portefeuille. De mon côté, je vais utiliser cette ligne Nikon comme un complément de mes actions Fast Growers. Donc bien entendu, on suivra ce qu'il se passe dans cette zone. Un retournement pourrait prendre plusieurs mois et puis on verra bien entendu d'ici la fin de l'année et peut-être d'ici l'été prochain comment le cours de Nikon a évolué. Alors je vous ai mis ici le même graphique avec l'indicateur RSI 14 périodes, donc toujours 14 semaines puisqu'on est en fréquence hebdomadaire. On voit ici que l'indicateur est rentré en zone de survente et on note ici l'accélération baissière sur le cours de Nikon. C'est généralement ce qu'on observe lorsque le RSI rentre en zone de survente. Alors on passe maintenant au titre AB InBev, donc en fréquence mensuelle, j'ai mis directement ici l'indicateur RSI 14 périodes, donc ici 14 mois. On a plusieurs choses à dire. Alors pour ceux qui s'intéressent au titre, vous pouvez regarder les différentes vidéos d'analyse technique que j'ai réalisées au cours de l'année 2020. J'avais expliqué qu'on pouvait potentiellement venir chercher la zone des 40 €, voire des 34 €, c'est ce qu'on a fait. Et puis maintenant on est en train de construire un retournement potentiel à plus long terme. On notera ici en gris la présence d'un canal oblique haussier, donc on a une zone de résistance en haut et puis une zone de support en bas ici, alors qu'on ne voit pas ici sur le graphique, mais grosso modo on a un canal qui se présente comme ceci. Et donc on pourrait osciller entre ces zones de support et de résistance, en sachant ici qu'on a une droite de résonance qui coupe ce canal oblique haussier en deux zones identiques, ou en tout cas symétriques. Donc on pourra avoir un cours de AB InBev qui retourne chercher la zone des 50 €, 50,50 €. Et puis si le cours venait à se dégrader davantage, le titre pourrait venir chercher dans un premier temps les 45-46 € et puis dans un deuxième temps les 40-41 €. D'un point de vue chartiste, ce qu'on guettera, c'est la présence potentielle d'un double bottom, donc avec un premier V ici, premier bottom, et puis la construction peut-être d'un second bottom ensuite. Ce qu'on gardera à l'esprit d'un point de vue fondamental, c'est qu'AB InBev est en train de se désendetter, que ce désendettement devrait prendre 3, 4 à 5 ans, et qu'à l'issue de ce désendettement, l'entreprise devrait être en mesure de réaliser un free cash flow extrêmement important aux alentours de 15 milliards de dollars par an. Ce qui veut dire que de mon côté, je suis très haussier sur le titre AB InBev à plus long terme. En gardant à l'esprit également que AB InBev possède 30% du marché mondial de la bière. Au niveau de l'indicateur RSI 14 périodes, ce qu'on peut voir ici, c'est que le titre est venu casser sa zone de résistance ici. Donc on avait une zone de résistance sur l'indicateur qui nous indiquait que les cours étaient capés ici
depuis l'année 2015. Donc on avait une zone de résistance ici en noir, et puis on est venu faire un double bottom, vous voyez, avec une divergence haussière au niveau du RSI. Donc on avait une divergence des cours qui faisaient des plus bas de plus en plus bas, et un RSI qui faisait des plus hauts de plus en plus haut. Le RSI est venu casser cette zone de résistance, et on est en train de faire un pullback sur cette zone de résistance qui devrait devenir une zone de support, je pense. Alors, on ne se laissera pas avoir. Généralement, quand on a un pullback comme ceci du RSI, il arrive parfois que celui-ci vient chercher la zone intermédiaire, c'est-à-dire qu'on repénètre la zone de support avant de se reprendre ultérieurement. Ce qui veut dire qu'ici, on pourra avoir des cours qui viennent chercher la zone 45-46 € avant de se reprendre, et puis avant que le titre reparte de plus belle. Autrement dit, ce que je vais guetter de mon côté, c'est un rebond ici du RSI, soit sur cette ligne, soit légèrement en dessous au cours des prochains mois. Alors ça pourrait prendre 3 à 6 mois. Et puis une sortie du RSI par le haut ensuite, et une reprise haussière sur le cours d'AB InBev. Voilà en gros comment je compte construire ma position sur AB InBev, qui représente aujourd'hui environ 5% du portefeuille, mais qui pourrait représenter à terme 7,5%, peut-être 8% du portefeuille. Bien entendu, je continuerai à construire ma position sur AB InBev de manière extrêmement patiente. Pourquoi? Parce que le désendettement de l'entreprise prendra, quoi qu'il arrive, plusieurs années, et donc les cours pourraient mettre également plusieurs années avant de réagir. Alors très rapidement, j'explique pourquoi j'ai vendu Fontaine-Pajot. Fontaine-Pajot pour pouvoir réinvestir les liquidités sur Prosus. Tout simplement parce qu'on est revenu sur ces niveaux et qu'on voit ici la présence d'un long chandelier noir. Donc noir et rouge, je vous rappelle qu'en chandelier japonais c'est la même chose. Je vous rappelle que le milieu du corps d'un long chandelier noir, comme ici, qui est très long par rapport aux autres corps, fait office de zone de résistance au moins à court terme. Ce qui veut dire qu'ici on devrait venir buter sur cette zone. Alors on pourrait avoir un dépassement de cette zone. Je vous rappelle que le sommet d'un long chandelier noir fait également office de zone de résistance, ce qui veut dire que toute la zone qui est ici va faire office de zone de résistance sur Fontaine-Pajot. Ce qui veut dire de mon côté qu'il sera peut-être possible de venir récupérer du Fontaine-Pajot en dessous des 100 €. Bien entendu, d'ici là, j'aurai renforcé mes liquidités et donc je pourrai éventuellement revenir sur le titre. Si c'est le cas, bien entendu, je reprendrai probablement du Fontaine-Pajot en portefeuille. Donc à la question est-ce que je suis baissier sur Fontaine-Pajot, la réponse est non. Par contre, est-ce que je m'attends à une correction passagère sur le titre? La réponse est oui. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO, donc en accédant à mon fichier privé Google Sheet qui est mis à jour 48 heures après chaque ouverture ou clôture de position. Pour ça, il vous suffit d'entrer votre adresse email et de cliquer sur Accès portefeuille. Donc une fois que vous aurez rentré votre adresse email, vous arriverez à mon fichier Google Sheet sur lequel toutes les données sont représentées, donc sur lequel vous pouvez suivre l'évolution de mon portefeuille de manière régulière. Alors sur base de ce fichier Google Sheet, on voit que la performance du portefeuille est de 18,37% depuis l'ouverture du PEA, donc en janvier 2019. On voit que j'ai procédé pour le moment à 19 000 € d'apport et on voit que le portefeuille est valorisé aux alentours des 22 490, 22 500 € au moment où je tourne cette vidéo. On voit par ailleurs que la performance annualisée du portefeuille est de 6,76%. Je vous rappelle que je tiens compte pour le calcul de cette performance annualisée uniquement de la différence entre la valeur du portefeuille et l'apport total au sein de ce portefeuille. Je vous rappelle donc que lorsqu'on fait un calcul de tri, la performance du portefeuille est beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 à 12% par an pour le moment. Alors vous avez ici accès à mes différentes plus-values et moins-values latentes. On voit que sur Fontaine-Pajot, ma plus-value est de 132,2%, qui est une très belle plus-value, mais qui a été réalisée en raison d'un arbitrage nécessaire de mon côté. Et puis sur Prosus, on voit que j'ai matérialisé ici une moins-value, donc une moins-value de moins 2,36%, lorsque j'ai allégé ma position sur Prosus, lorsque les cours de Prosus sont passés de 66 € à 75,78 €. On voit que j'ai vendu à 75,78 € 10 actions Prosus pour alléger ma position et me permettre de remonter, en tout cas de faire remonter mon niveau de liquidité en portefeuille et d'être un peu plus sûr en cas de reprise baissière sur le titre Prosus. Donc il s'agit bien ici d'un allègement tactique. Depuis cet allègement tactique, j'ai repris des positions sur Prosus dans la zone 70-72 € et je continuerai de renforcer ma position sur Prosus dans la zone, dans un premier temps, 65-66 € si jamais on retourne dans cette zone, puis dans la zone 58-60 € éventuellement.
Alors ici on a accès à mes dividendes, on voit qu'en juillet j'ai perçu des dividendes sur Total 40,80 € et également sur Maisons du Monde 30 €. On voit qu'il n'y a pas de dividendes au mois d'août. Vous avez ici les versements de dividendes prévus pour l'année 2021. Alors on passe à l'allocation du portefeuille, on voit que les liquidités représentent désormais 5,8% du portefeuille, donc on voit que j'ai beaucoup puisé pour réinvestir cet argent dans Prosus qui représente désormais 21,7% du portefeuille. Alors la différence entre l'introduction de la vidéo et ce graphique, c'est tout simplement que je fais des copies d'écran de mon compte Bourse Direct et du site sur lequel je mets ma Google Sheet à des moments différents et donc parfois il y a des petits écarts comme ici, puisqu'au début de la vidéo on est environ à une allocation de 21% sur Prosus et là on voit que l'allocation est de 21,7%. Au final ce qu'on retiendra c'est que Prosus représente de loin la première ligne de mon portefeuille. On voit que Renault représente désormais 8,8% du portefeuille, que Total représente 10,1% du portefeuille, que Danone représente 9,5% du portefeuille et que Maisons du Monde représente 9% du portefeuille. Par ailleurs, Société BIC représente 6,5% du portefeuille, Eutelsat représente 6% du portefeuille, Ontex 6,4% du portefeuille, AB InBev quasiment 5% du portefeuille, Kinepolis 3,1% du portefeuille, Inat Pharma 1,8%, SMCP 3% et Nikon désormais 3,5% du portefeuille. C'est une ligne en construction. On voit par ailleurs que mon portefeuille est en train de s'équilibrer puisque les lignes sont globalement relativement équilibrées à l'exception de Prosus qui est de loin la plus grande ligne du portefeuille, j'en ai parlé dans cette vidéo. Allez, on passe à l'allocation à la Peter Lynch. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que la partie Fast Growers a pas mal augmenté puisqu'on est passé de 18% le mois dernier à 26,7% du portefeuille ce mois-ci. Donc plus d'un quart du portefeuille est désormais investi dans des entreprises de type Fast Growers. Et je vous rappelle que mon objectif est d'avoir un portefeuille investi à hauteur de 30 à 40% dans les Fast Growers à terme. Et donc on est plutôt pas mal sur la partie Fast Growers. On se rappellera également qu'en investissant dans Prosus, on investit majoritairement dans Tencent Holding. Et donc d'investir dans Prosus, c'est essentiellement un play sur la Chine et sur l'entreprise Tencent Holding. Et donc c'est un moyen d'investir dans une valeur chinoise au travers du PEA. Par ailleurs, on note que la partie Stalwarts représente désormais 15,4% du portefeuille. Je vous rappelle que mon objectif à terme est d'investir 10 à 20% du portefeuille dans les Stalwarts. Et puis on retrouve 20,2% de cycliques avec un objectif situé entre 10 et 20% du portefeuille. On retrouve également 19,2% de turnarounds, 5,2% d'asset play représentés par Kinepolis et Inat Pharma désormais, et puis 13,3% de slow growers représentés par Eutelsat et BIC. Alors au final, on est plutôt pas mal au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, puisqu'on est plutôt pas loin de l'objectif au niveau des fast growers, et puis on est en plein dans l'objectif au niveau des stalwarts ici, et puis on est quasiment à l'objectif aussi au niveau des valeurs cycliques, puisqu'on est à 20,2% à comparer à un objectif de 10 à 20% pour les valeurs cycliques. Le reste est investi dans les turnarounds, un peu à la Peter Lynch, et puis également dans les asset play et les slow growers. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais vous poser la question du mois. Et donc, comme j'ai moi-même entré une valeur de type holding en portefeuille, à savoir Prosus, qui est composée de plusieurs participations dans différentes entreprises. Alors, la plus grosse étant Tencent Holding, mais on a également d'autres participations dans Mail.ru par exemple. Ma question est la suivante, avez-vous vous-même des holdings en portefeuille? Alors, j'ai mis quelques exemples en dessous, à savoir Dior, Exor, Bolloré, GBL, ou encore Floridienne, Ackermans, Brederode ou Wendel. Et donc la question que j'essaie de poser ici, c'est est-ce que vous allouez du capital dans des holdings? Et si oui, lesquels et pour quelles raisons? Donc vous pouvez me mettre tout ça en commentaire sous la vidéo. Je pense que ça plaira à la communauté. De mon côté, j'ai remarqué que parmi ces holdings, nombreux sont ceux à très mal performer pendant les cracks boursiers ou les bear markets, c'est-à-dire qu'on a des holdings qui baissent davantage que le marché, mais également on a des holdings qui se reprennent extrêmement bien et généralement qui surperforment le marché en sortie de crise. Et donc si vous avez certains de ces holdings en portefeuille, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à présenter pourquoi pas les différentes participations du holding que vous avez en portefeuille ou des holdings que vous avez en portefeuille pour qu'on puisse également en profiter et puis peut-être mieux les connaître. Pourquoi pas, ces holdings pourraient faire l'objet d'investissements ultérieurs dans mon portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est toujours bon pour la croissance de la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour
de nouvelles vidéos. Allez, merci.